Alors bonjour à tous, dans cette première vidéo en fait sur Flutter, on va faire un Hello World. On va créer un projet, l'ouvrir et puis regarder un petit peu comment travailler dedans avec l'environnement de développement. Donc on va faire l'hypothèse en fait que l'installation de Flutter a déjà été faite sur votre ordinateur. Donc en gros, ce dont on parle ici, c'est le Get Started ici. Donc on s'attend à ce que vous ayez suivi la procédure d'installation sur Windows, macOS, Linux ou Chrome OS. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, normalement, quand vous avez complété ça, vous avez, soit dans votre terminal sur macOS ou sur Linux, soit dans votre invite de ligne de commande, donc par exemple votre PowerShell sur Windows, vous avez la possibilité de taper Flutter. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est taper Flutter Doctor, qui va nous donner en fait l'état de l'installation de notre Flutter sur la machine. Donc là, ça va vous donner votre version, sur quel système d'exploitation vous fonctionnez, et est-ce que tout a été configuré correctement sur votre machine. Après ça, vous pouvez faire Flutter Device. Ça, ce que ça va vous donner, c'est quels sont les différents appareils sur lesquels vous pouvez partir une application Flutter en ce moment. Donc si on voit pour l'instant, moi ce que j'ai, c'est simplement Chrome, donc pour une application web. Ce qu'on va faire, c'est que sur macOS, ici, on va partir le simulateur. Donc le simulateur, ce que ça fait, c'est que ça part un simulateur de téléphone. Et puis à partir du moment où ce téléphone-là, il est parti, on va pouvoir demander à Flutter qu'est-ce qu'il voit comme différents appareils. Et on voit ici maintenant qu'on a aussi notre iPhone 12 ici. Donc on va aller se créer un projet. Alors pour ça, moi je vais les mettre dans Documents. Et Flutter permet de créer un projet en tapant Flutter Create et puis le nom du projet. Donc là, on va l'appeler Hello World. Et il va créer un répertoire avec tout ce qu'il faut dedans. Et il vous donne les instructions pour le partir. Donc là, on va faire cd Hello World. Donc ça, c'est mon dossier. Alors on va regarder le contenu un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et une fois qu'on est dans ce répertoire-là, on peut taper Flutter Run. Donc ce qu'il va faire ici, c'est qu'il est en train de compiler l'application et il va le partir sur le iPhone 12 qui était le premier device. Donc on peut aussi choisir le device sur lequel on veut le rouler. Là, on veut le lancer sur notre iPhone ici. Donc là, on voit que toute notre compilation a fonctionné. Il est actuellement en cours d'exécution et on voit notre application qui a démarré ici. Alors c'est une application assez simple avec un petit compteur. Donc à chaque fois qu'on clique sur le plus ici, ça augmente le compteur qui est au milieu de l'écran. Donc en fait, en faisant ça, on vient de créer un projet, on vient de le lancer et on vient de voir quels sont les périphériques cibles sur lesquels on peut éventuellement le déclencher. Évidemment, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas la possibilité soit de l'arrêter, soit de débugger, soit même de modifier le code. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser IntelliJ. Donc IntelliJ IDEA. C'est un environnement de développement sur lequel on va se retrouver avec un plugin pour développer en Flutter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le dossier, donc dans Documents, du projet. Alors, au niveau de IntelliJ, pour être capable d'ouvrir des projets Flutter, ça va vous prendre deux plugins. Donc, si on va dans les préférences d'IntelliJ, vous avez ici la zone plugin. Et il faut avoir Dart et Flutter d'installer, ces deux plugins-là. À partir du moment où ils sont installés, normalement, on est capable d'ouvrir des projets Flutter. Et voilà notre code. Donc, on va ouvrir l'onglet projet pour voir un petit peu quels sont les différents fichiers. Donc là, on a deux répertoires qui sont cachés, qui sont relativement peu importants. Enfin, c'est des fichiers qui sont utiles, mais c'est pas des fichiers de code. Le build, ça c'est tous les fichiers qui sont compilés par Flutter pour déployer l'application. Et puis ensuite, on a deux répertoires, Android et iOS. Donc ces deux répertoires-là, en fait, ils contiennent les projets pour Android Studio puis pour Xcode de notre application. Donc il y a deux projets ici qui sont utilisés pour développer les applications. Mais on a la possibilité, dans lib ici, de programmer notre Dart et notre Flutter, qui va être utilisé par les deux applications. Donc en gros, on peut voir ça comme la zone spécifique à Android Studio, à l'application Android, la zone spécifique à l'application iOS, et lib, l'endroit où on va mettre le code qui est commun. Ensuite, on a un répertoire test, et on a aussi un répertoire web, parce qu'en fait, notre application peut être compilée pour le web. Donc en gros, ça c'est la partie spécifique pour le client web, la partie spécifique pour le client Android, iOS et la partie commune.
Ensuite, vous avez un certain nombre de fichiers, des gitignore, packages, etc. Celui qui va nous intéresser le plus ici, c'est le pugspec.yaml. Ce fichier-là, en fait, c'est la description de notre projet. Il y a beaucoup de choses qui sont en commentaire là qu'on va pouvoir enlever, mais surtout, il y a les 2 zones de dépendance. Donc c'est là qu'on va pouvoir dire quelles sont les librairies dont on a besoin pour développer notre application. Donc ça, on verra ça plus tard, mais en gros, on rajoute les librairies ici, et puis ensuite, on fait pubget pour les récupérer. Alors là, on va faire le pubget. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, Flutter va aller chercher toutes les dépendances qui sont nécessaires pour le projet. Donc en haut ici, on va voir notre iPhone 12. On voit qu'on peut choisir notre cible, ça peut être iPhone 12 ou Chrome. Ensuite, on dit ce qu'on veut démarrer. Donc là, l'application, elle est dans le main.dart. Et est-ce qu'on veut démarrer normalement ou en debug. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que pour la première fois, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau du debug. Donc par où on passe. Donc on va mettre un point d'arrêt ici. Et puis dans MyPage ici, on va mettre un point d'arrêt à cet endroit-là. Et un autre dans le build ici. Donc on voit qu'il n'y a au final pas énormément de code. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commentaire, si jamais on enlève tout ça. Etc. Donc on va essayer d'exécuter ça en debug, et on va regarder ce qui se passe. Donc là, on va avoir notre fenêtre de debug. On a notre application qui va redémarrer sur notre iPhone 12 qui est notre cible. Voilà, donc là on est rendu dans l'exécution. Donc on voit qu'en fait au démarrage de notre application, la méthode qui va se déclencher, c'est la méthode main. Et la méthode main va ensuite déclencher run myApp. Donc myApp, ça c'est la classe que moi j'ai définie ici. Donc ça c'est une classe en Dart. Et elle est en stateletWidget, qui est en fait une des classes de base de Flutter pour créer un widget qui va occuper l'écran. Donc widget, c'est un window gadget, donc un gadget qui permet de remplir une fenêtre. Ici, c'est celle qui va prendre tout l'espace dans l'écran. Donc là, si on libère l'exécution, qu'on resume, on va ensuite se retrouver ici, dans la méthode qui s'appelle build. Et si on relâche encore une fois, on va arriver à l'écran. Donc on voit que les 2 choses qui se font au départ, c'est de déclencher le main, où il y a le run-up de Flutter. Et ensuite, il y a un passage dans la méthode ici qui s'appelle build, qui en fait va créer toute l'interface graphique. Donc si on appuie sur plus maintenant ici, on voit que en fait, le plus déclenche le increment counter. Ensuite, on a un set state ici, et si on relibère l'exécution, on voit qu'on a un autre appel à build qui va s'exécuter. Et c'est à ce moment-là que le 1 va devenir plus. Donc si on refait un plus ici, si jamais on passe par-dessus, ici, on va voir en fait que le compteur est maintenant à 2. Pour l'instant, c'est toujours 1 qui s'affiche. Si jamais je libère, on va retourner dans le build, et on va avoir l'affichage qui se met à 2 ici. Donc ce qu'on voit en fait ici, c'est le principe de base du fonctionnement d'un widget avec état, qui est ce qu'on va utiliser la plupart du temps en Flutter. Donc on a 2 classes pour le widget avec état. La première chose qu'il faut remarquer ici, c'est qu'au niveau de Dart, on peut avoir plusieurs fichiers de classe plusieurs classes dans le même fichier. Donc si on vient ici, par exemple, on a la classe myApp. Si on la minimise, on voit qu'on a une autre classe ici qui s'appelle myHomepage. Et ensuite, une 3e classe qui s'appelle myHomepageState. On pourrait prendre ces 2 classes-là et les mettre dans un autre fichier sans problème. Ah oui, j'ai créé un fichier Java class. Donc en fait, on va créer un fichier qui va s'appeler home.dart. Supprimer ça. Et ici, ajouter les classes. Alors on va importer toutes les librairies qui sont nécessaires pour nos classes. Et maintenant, au niveau de Dart, on fait référence à une classe qui s'appelle myHomepage, qui n'est plus disponible ici, mais qui est disponible dans le package et le world home Dart. Donc on peut mettre plusieurs classes dans le même fichier, mais on n'est pas obligé. Et ici, on va séparer ça comme ça pour que ce soit un peu plus clair. Ok, donc au niveau de main, en fait, ce qu'on va avoir ici, c'est la définition de l'application.
Donc, quand on fait un build sur notre statelet widget, ce que ça renvoie, c'est une matériel app, donc une app qui utilise le style matériel de Google. On va pouvoir lui donner un titre, on va pouvoir lui donner un thème, donc ça va par exemple permettre de changer les couleurs principales. Ici, on voit qu'on utilise la couleur bleue. Et ensuite, on va lui dire quel est l'écran principal en fait qui va se déclencher au moment où on part l'application. Donc là, l'écran principal, c'est My Home Page. Donc My Home Page, c'est ce qu'on va avoir défini ici. My Home Page, ça étant un stateful widget. Donc ça veut dire en gros un composant graphique qui va avoir un état. Et quand on a un état en Flutter, ça va toujours nous prendre deux classes. Une première qui va être My Home Page, qui est en stateful widget, et une deuxième qui va être, en général, on essaye d'utiliser cette convention-là, c'est-à-dire que ça va être le même nom, avec state à la fin, qui va représenter son état et aussi le rendu de l'objet graphique. Donc ça doit toujours étendre state, qui est une classe de Flutter, et on doit la paramétrer ici de manière générique avec la classe du widget. Donc à chaque fois qu'on va créer un objet graphique, ça va nous prendre un objet graphique avec un état, ça va nous prendre ces deux classes-là. Donc ici, on va définir des champs, si jamais on veut en passer à notre stateful widget. Et puis, il faut toujours avoir cette méthode-là, qui est surchargée, qui, au moment de la création d'un état, va appeler le constructeur de myHomePageState. Donc là, ça renvoie ce type-là. Alors ici, en fait, ça, c'est un raccourci pour écrire ça. Donc la plupart des langages objets nécessitent d'appeler un new, mais en Dart, on va simplement utiliser le nom de la classe avec deux parenthèses et ça va être un appel au constructeur. Donc le plus gros du travail en fait va se faire dans le state. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va principalement construire l'interface graphique. Donc la méthode build, c'est celle qui est appelée pour construire l'interface graphique. Donc ce qu'elle retourne ici, ça va être très important. Donc là on va utiliser scaffold. Scaffold c'est une classe qui permet de rattacher à notre écran une barre. Ça permettrait aussi éventuellement de rattacher un menu qui vient de la gauche, un drawer, si c'était nécessaire, un body, et éventuellement aussi des actions pour la action bar ici pour rajouter des actions, et aussi potentiellement un floating action button. Donc c'est une espèce de squelette sur lequel on va rattacher un body, un app bar, éventuellement un floating action button et d'autres éléments, et les positionner de manière standard dans l'application. Donc dans notre scaffold, ici on a notre app bar et ici on a notre texte. Un des éléments importants dans le développement de Flutter, c'est de rapidement pouvoir voir les changements au code s'exécuter dans notre simulateur. Donc là, si jamais je pars une chaîne de caractères ici et que je mets Hello World, dès que je sauve, je vais voir le changement qui s'exécute ici. Je n'ai pas besoin d'arrêter mon application pour la redémarrer. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite au niveau de notre développement. Donc ici, par exemple, on va voir ensuite notre body. Donc le body ici, c'est un center, donc ça permet de centrer en fait tout ce qu'on veut dans l'écran. Suivi d'une colonne qui va contenir deux trucs. Enfin, oui, deux trucs. Un premier texte ici qui est le you have put, vous avez poussé ce bouton-là un certain nombre de fois. Et ensuite, la valeur du compteur qui est en dessous. Ici, de la même manière, on pourrait dire coucou le monde. On sauvegarde et immédiatement ça va se mettre à jour à cet endroit. Ok, donc avant de conclure, en fait, on va regarder quelques petites choses au niveau du code de notre état et de notre classe d'état. Donc la première chose, c'est que pour avoir ce compteur qui s'augmente de 1 à chaque fois, on a utilisé un champ ici. Donc c'est une variable de l'objet de type entier et on l'a préfixé par un souligné. Alors le souligné ici, c'est une convention pour dire privé. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est que cette variable-là, elle ne soit pas accédée en dehors de l'objet. De la même manière, sur une méthode, quand on la commence par un souligné, un underscore, c'est pareil, on s'attend à ce qu'elle ne soit pas utilisée en dehors de l'écran. L'autre élément très important ici pour nous, ça va être le setState. Alors setState, c'est une méthode de l'objet, de la classe state, en fait. Et à partir du moment où setState va être appelé, ce que va faire Flutter, c'est qu'il va essayer de déterminer s'il y a des choses qui ont été modifiées. Et si ces choses-là ont été modifiées, il va redéclencher la mise en place des différents objets qui sont ici. Donc on n'a pas besoin de modifier un objet graphique en tant que tel, on modifie l'état,
Et à partir du moment où Flutter se rend compte que l'état a été modifié, il va refaire le rendu de tout l'écran, et donc nous permettre de récupérer la bonne valeur affichée au bon endroit. L'autre chose qu'il faut aussi voir ici, c'est que la mise en page se fait entièrement dans le code. Donc ici, on a à la fois la définition des objets et la définition de leur mise en page. Donc il n'y a pas deux fichiers séparés, comme par exemple dans Android Studio, où on va voir le XML et le fichier de code. Dernière chose qui est importante à voir ici, c'est qu'avant de faire le return ici, on pourrait avoir des calculs, on pourrait avoir différentes choses qui sont faites. C'est vraiment le return, ça c'est la dernière méthode. Donc dans le return, par défaut, dans Flutter, on a tendance à utiliser ce style-là, c'est-à-dire qu'on va mettre l'objet graphique avec tous ceux qui sont dedans. Mais on pourrait définir des variables avant, par exemple widget, widget texte. On pourrait prendre ce truc-là, ici, et le mettre dans un widget. Oups, j'ai raté un bout. Puis éventuellement le mettre sur une seule ligne. Et à cet endroit-là, faire référence à cette variable texte qu'on a définie à cet endroit-là. Donc ici, on peut faire des calculs aussi, on pourrait... par exemple, écrire int a égale 0 plus 3. Donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut ici. Simplement, on va préparer des objets à cet endroit-là, et ensuite retourner ce qui va être l'intégralité de l'interface graphique dans une présentation qui est en général arborescente comme ça, avec des décalages, qui ressemblent un petit peu à du XML. Alors la dernière chose qu'on peut faire ici, c'est que pour l'instant on a démarré notre application sur un périphérique iOS. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de changer de cible et utiliser Chrome comme destination, et regarder ce qui se passe quand on exécute notre application sur Chrome. Donc ici on a démarré Chrome, et on va voir la même application, en fait le même code qui s'exécute dans notre navigateur. Donc on voit qu'on a les mêmes objets graphiques ici, coucou le monde 0, et que quand on appuie sur notre bouton plus, on a la même chose qui se passe. On va pouvoir exécuter notre code sur Chrome en debug. Donc on voit ici notre application qui a démarré sur Chrome. On voit notre premier point d'arrêt ici. De la même manière, il s'exécute de la même manière. Donc il y a le run app. Et ensuite on a ici. Et si jamais on appuie sur plus maintenant, on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller sur notre set state. Et puis de la même manière, on va aussi pouvoir aller voir si jamais on le souhaite dans notre debugger, quelles sont les différentes valeurs des champs de notre objet. Donc là par exemple le underscore counter pour l'instant il est à 0. On peut aussi rentrer ici à cet endroit-là, si on veut remettre un breakpoint, on va pouvoir aller regarder ce qui se passe au niveau du compteur. Donc à chaque fois qu'on va en fait appuyer sur plus, on va tomber sur notre breakpoint. On voit aussi ici tout le stack d'appels, donc on voit toutes les méthodes qui ont été appelées. Et on va pouvoir faire la même chose que ce qu'on faisait avec un debugger dans n'importe quel langage, que ce soit exécuté au niveau du navigateur ou au niveau d'un simulateur iOS. Donc dans cette vidéo, on a vu comment créer un projet en Flutter, on a vu comment le rouler, on a vu comment l'exécuter sur différents périphériques,